Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, dans le cadre de cette chaîne, je vous propose de passer du temps en ma compagnie autour du jeu de rôle Légende du Nouveau Soleil, que nous appelons souvent LNS, jeu de rôle de science fantasy dont je suis le co-auteur et l'éditeur. Donc c'est la troisième vidéo. J'apprécie beaucoup de faire des vidéos et de voir qu'il y a un public qui apprécie ce genre de vidéos. J'espère que ce public grandira et que nous pourrons échanger ensemble sur cet univers encore longtemps. Donc ce soir, on va brièvement, ou peut-être un peu plus longtemps, je ne sais pas, parler des guildes. Donc les guildes, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé dans le jeu de rôle, puisque ce sont des corps de métier qui ont une connotation médiévale, et c'est bien à cette époque-là que les guildes étaient, je dirais, les plus puissantes. On pourrait appeler ça aussi des corporations, mais je dirais que la guilde, dans le cadre de jeux médiévaux, eh bien, permet de créer des corps dans lesquels certains métiers vont se regrouper, susceptibles de recruter les personnages joueurs. Dans le cadre de Légende du Nouveau Soleil, bon, c'est tout à fait officiel, puisque quand je dis officiel, je fais mention au cycle du Nouveau Soleil de Gene Wolfe, et pour cause, le narrateur des romans est membre d'une guilde, celle des bourreaux. Donc c'est une lecture que je vous recommande vivement, celle du cycle du Nouveau Soleil de Terre, ou du livre du Nouveau Soleil, dont est inspiré notre jeu. Donc on découvre dans les romans une part du fonctionnement des guildes, et pour notre jeu de rôle, nous avons développé beaucoup de matériel qui permet de rejoindre une guilde, d'y jouer. Les avantages des guildes sont évidents. Tout d'abord, vous avez peut-être remarqué, si vous connaissez notre matériel, que le premier scénario que nous avons proposé dans le guide d'introduction, le kit de démarrage, excusez-moi, eh bien ce sont les aventures d'un groupe de jeunes guildaires. Les guildes constituent pour moi un moyen de commencer très facilement à découvrir l'univers de la post-histoire. Tout comme je conseillais dans la deuxième vidéo, donc, qui s'intitulait « Commencer la maîtrise », de commencer petit, eh bien je conseille personnellement souvent de commencer entre frères et sœurs, c'est-à-dire que si les personnages que vous avez à votre table en tant que maître du jeu se ressemblent, eh bien ils s'assembleront facilement. Les guildes ont cela d'avantageux que vous pouvez être dans une guilde, chacun dans une guilde différente, divers personnages qui sont chacun dans une guilde différente, mais qui vont au final faire partie des guildes de l'Empire, de l'autarcie, de la communauté. Il existe, selon le roman, je pense que Gene Wolfe fait mention de plus de 100 guildes. Nous avons fait une liste pour notre jeu qui frôle les 150 guildes. Alors, dans le cadre de notre jeu de rôle, nous avons présenté 25 guildes avec détail, ainsi que 2 guildes qui ont été développées avec le même soin du détail dans nos aides de jeu. Les 2 guildes, à mon souvenir, qui ont été détaillées sont la guilde des conservateurs et la guilde des pissenlits. Donc les conservateurs, ce sont les bibliothécaires, gardiens de... comment dire, muséographes, muséologues et autres corps de métier, je dirais, rattachés à la conservation des choses anciennes. La guilde des pissenlits est une guilde qui permet de jouer des enfants dans le cadre de Nessus l'impérissable, la gigantesque cité
capitale de notre monde, et qui correspond plus ou moins à une forme de club de boy scout, ou d'éclaireur. Donc dans cette aide de jeu où on développe la guilde des pissenlits, on donne quelques conseils pour jouer des aventures destinées aux enfants, et pour éviter que ces enfants que ces personnages jeunes soient confrontés à la violence habituelle du post-apo, qui est notre créneau littéraire, on va dire, notre genre ludique. Les guildes donc constituent un point de départ extrêmement intéressant pour commencer à explorer la post-histoire d'auteur. Déjà, je pense que il y a toujours eu un problème dans le jeu de rôle, si mon avis m'était demandé, pour mettre en cohésion les groupes de personnages. En général, les groupes de personnages, surtout quand on n'a pas le temps de bien le faire, sont réunis de manière un peu bâclée. C'est-à-dire que j'ai souvenir, ayant joué à des centaines de parties et maîtrisé des milliers de parties, que lorsque on veut regrouper des personnages extrêmement hétéroclites, c'est pas toujours évident. Donc on se contente souvent d'un prétexte rapide. Par exemple, on est dans une auberge et il m'est venu, on va dire, comment dire, j'ai de temps en temps assisté à des regroupements de personnages qui étaient plus que contraints, où par exemple vous aviez une description d'auberge, là où commencent toutes les belles histoires, les bonnes histoires, et à ce moment-là vous avez un groupe d'aventuriers qui se regardent un peu en chien de fusil par-dessus la salle de l'auberge, et qui disent bon ben je vais m'asseoir à sa table et on fait connaissance. Lorsque ça peut marcher éventuellement, mais on va dire que lorsque les personnages sont extrêmement hétéroclites, ce qui est le cas de certaines situations dans LNS, puisque nous pouvons créer des personnages puissants et riches et misérables, sans caste, avec le même mécanisme de création de personnages. Comment réunir ces personnages ensemble ? Très difficile. Si on veut le faire de manière réaliste, il faut prendre du temps pour le faire. Avec les guildes, vous n'aurez pas ce genre de problème, puisque les guildes répondent de l'autorité de l'autarque et sont tous dans la même caste, à savoir les serviteurs du trône. Serviteurs du trône, ça veut dire que ces personnages ne sont ni communs, ni nobles, ni religieux, mais font partie du gigantesque corps de fonctionnaires qui entourent l'autarque, et qui entourent la fonction de l'autarque, la figure de l'autarque, et qui, à une période où l'humanité risque de subir une nouvelle apocalypse, serait présent pour conserver les savoirs en cas de destruction de la normalité sociale. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, eh bien, il y a un problème du type nouvelle invasion assyrienne, nouveau désastre venu du ciel, etc. La communauté serait prête, dans un sens, à encaisser ces désastres et à pouvoir transmettre les connaissances, je dirais des connaissances spécialisées ou autres savoirs après la catastrophe. Donc, dans notre livre, nous avons décrit ce qu'était une guilde, et décrit les catégories de guildes, ce qu'était la règle, ce qu'était les loges. Alors, là aussi, vous avez un endroit tout fait pour commencer votre groupe de personnages. Vous avez à votre disposition 27 guildes. Vous pouvez tout à fait en créer d'autres, d'ailleurs, en tant que maître du jeu, ou décider que certaines guildes qui ne sont pas présentes dans le livre méritent d'être développées. N'hésitez pas. Donc,
D'ailleurs, je me demande si on n'a pas, je n'ai pas vraiment un souvenir, mais si on n'a pas parlé de manière extensive de la guilde des notes dans notre guide du rosaire. C'est fort possible. Je ne me souviens pas qu'on ait fait de phase, par contre. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez les loges. Les loges sont des endroits où les guildaires vont se réunir en dehors de leur tour. En fait, vous avez vous avez un grand bâtiment qui est extrêmement important pour une guilde, qui s'appelle la tour. La tour, c'est une sorte de centre d'administration pour la guilde, et la plupart des tours de guilde se situent dans un cadre développé par les romans, qui est la cour des guildes. Alors ça n'a pas été vraiment nommé comme ça, mais dans les romans, Sévérian, donc le narrateur qui est un jeune bourreau, et rassurez-vous, je ne vous spoilerai pas du tout la lecture, raconte qu'il y a autour de sa propre tour, la tour Matachine, d'autres tours. Et il nomme notamment la tour de l'ours, donc, qui est la tour des dresseurs de bêtes, qui est une guilde que j'apprécie particulièrement pour son évocation brutale et farouche à la fois. Et la tour des sorcières, qui est juste en face de l'autre côté d'une cour qui donne également lieu sur une chapelle. Donc on comprend, si on a un peu d'imagination, que ces tours sont dans une sorte de grande enceinte. Nous avons placé cette enceinte à peu près vers le sud-ouest de la citadelle de Nessus, le centre, le cœur de Nessus, avec la citadelle qui est la plus grande fortification de la cité impérissable. Et donc y avons placé d'autres tours de guildes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, puisqu'on va arriver au contenu lui-même, que je voulais vous présenter aujourd'hui, eh bien, on va arriver au matériel que je voulais présenter. Donc le matériel, je voulais vous parler un petit peu de guildes qu'on n'a pas mentionné, mais qui méritent mention, et qui pourraient vous inspirer éventuellement dans le cadre de votre campagne. Donc, alors, on va parler de la guilde des baigneurs. Alors, souvent, les guildes portent un nom assez court. La tour, qui est leur QG, on va dire, porte un nom qui évoque assez fréquemment leur métier. Donc, la guilde des baigneurs, masseur, acupuncteur. Si vous voulez, dans LNS, nous avons voulu, sans que ça soit véritablement suggéré par Gene Wolfe, à mon souvenir, nous avons voulu faire en sorte qu'il y ait des bains publics, un peu à la manière de la Rome antique. Ce sont des lieux, on va dire, très, très riches en roleplay potentiel, puisque des tractations et autres négociations peuvent se faire dans le cadre d'un bain de vapeur. Il y a un côté un petit peu érotique possible, évidemment. Par exemple, au Japon, hommes et femmes se mélangent sans pudeur, on va dire, alors que c'est un peuple qui est assez réservé en général, mais au Japon, vous avez des bains qui sont mixtes, dans lesquels eh bien, les gens sont nus, et bon, ça ne pose pas de problème, mais il peut y avoir ce côté. Et puis, pour ceux qui connaissent, et évidemment, et qui ont vu le classique, j'adore Louis de Funès. Donc il y a la grande vadrouille avec la scène dans les bains vapeur de Paris. Donc ça c'est un très bon moment de cinéma. Lorsque vos personnages donc logent à Nessus, eh bien il n'est pas rare que vous puissiez leur proposer d'aller prendre un bain au bain public. C'est l'histoire de 20 minutes pour aller prendre un bain d'eau chaude, d'eau froide, mais il y a aussi des services comme dans les bains turcs par exemple qui sont proposés, de massage par exemple avec de l'huile, avec des épices, avec des
des savons émollients par exemple qui peuvent être comment dire, régénérateurs de forme. Et puis vous avez les acupuncteurs. Donc si vous voulez, ce corps de masseur, donc évidemment on essaye de faire masser les dames par des femmes de la guilde et les messieurs par des hommes de la guilde. Lorsqu'il y a suggestion que ce soit l'inverse, eh bien arrive, je dirais, la possibilité qu'il y ait prestation d'une toute autre nature, ce qui nous amène sur la guilde suivante, qui est la guilde des filles de joie. Donc, dans les romans, il est mentionné plusieurs fois la prostitution, ce métier qu'on appelle le plus vieux du monde. Et nous avons, dans notre création d'univers, imaginé 3 formes de prostituées. Alors, il y a 2 guildes qui sont formées, qui sont en fait des guildes de prostituées. Il y en a une que vous connaissez si vous avez lu notre jeu de rôle, qui est la guilde des fleurs de la félicité. Alors là, c'est plutôt des formes de geisha, c'est-à-dire que c'est une prostitution luxueuse, avec des personnes qui sont d'une extrême beauté, la plupart du temps, puisque ce sont des jeunes femmes et parfois des jeunes hommes, plus marginalement, qui sont choisis dès l'enfance pour leur qualité esthétique, et je dirais leur répertoire ou leur sens artistique. C'est-à-dire que, par exemple, une jeune femme va être sélectionnée pour sa beauté, mais aussi pour sa capacité à jouer d'un instrument, à danser, à chanter, à réciter de la poésie et à mener une conversation agréable avec la clientèle. Alors vous vous doutez bien que rien n'étant aussi simple que cela dans la cité impérissable, que la guilde des filles de joie est aussi une guilde qui sert le trône, et donc ce sont évidemment des espionnes qui vont obtenir des confidences sur l'oreiller. L'autre guilde de prostituées dont je parle aujourd'hui, ça va être la guilde des filles de joie. Donc, pour passer rapidement sur les autres sortes de prostitution, il y a je dirais ce qu'on va nommer des filles qui vont travailler dans les bordels. Donc là, dans les livres, dans les romans, il y a la Maison Azur. Dans la Maison Azur, c'est un cas particulier, mais on va dire que ce genre de maison, qui peut être d'un luxe extrême, est tenu par des optimates. Pourquoi par des optimates, donc cette caste de nobles bourgeois? Parce que les optimates reçoivent des privilèges qui sont un peu piégés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le droit de manipuler, par exemple, l'argent, les esclaves, les maisons de jeu, le bookkeeping, tout le bookmaking, ce genre de choses un peu risquées va être dévolu aux optimates, parce que les optimates sont une caste qui se perd très facilement, notamment sur la commission d'actes par exemple d'usure ou de corruption ou de détournement ou de manquement au paiement de l'impôt. Et la troisième sorte de prostituées, eh bien, ce sont des prostituées illégales, puisque les prostituées dont nous avons parlé précédemment, donc la guilde des fleurs de la félicité, la guilde des filles de joie, et les étahirs, je crois on les a appelés. Donc ces dames et damoiseaux qui travaillent dans les bordels tenus par des optimates sont légales. Les prostituées illégales, donc non encadrées, vont être ces femmes qui vont se vendre sans le cadre et sans la protection d'une guilde ou d'un optimate. Donc évidemment elles sont en danger, et elles travaillent souvent en pleine nuit. Donc nous avions développé un peu de matériel là-dessus, mais je ne me souviens pas de tout. Alors, chose intéressante, c'est que les garçons qui travaillent, donc j'en reviens à cette guilde des filles de joie, qui travaillent dans cette guilde, sont parfois prostitués, mais sont souvent les protecteurs
des filles de joie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont formés à la bagarre, aux arts martiaux, et qui vont protéger les guildaires féminines, et qui sont souvent d'ailleurs de leur famille, c'est-à-dire que ça peut être leur sœur, ça peut être leur père, ça peut être leur cousin, et divers autres hommes, on va dire, qui eux sont plus dévolus au combat, et on les avait appelés avec mon co-auteur de l'époque les Arraches, C-O-U-I-2-L-E-S. Puisqu'ils ont en fait un art martial qui vise souvent les parties, qui rendent les clients coupables, on va dire, de certains actes déplacés envers les filles. Alors, autre guilde intéressante, les artificiers. Donc là, si vous voulez créer un expert en matière explosive, donc n'hésitez pas à regarder du côté de la guilde des artificiers. Donc leur tour s'appelle la tour du drapeau. C'est un nom de tour qui ne correspond pas vraiment au métier qui est pratiqué. La raison étant que cette guilde a le privilège de lever les couleurs de l'autarque lorsque celui-ci se déplace et va visiter les guildes. Donc lorsque l'autarque pose son engin, son atmoptère sur la cour des guildes, il se pose au sommet de la tour du drapeau, et cette guilde a l'insigne honneur, l'immense honneur, de lever les couleurs de l'autarque, sans doute un phénix, lorsque le souverain est présent. Alors, si vos personnages se rendent à l'hôpital, la guilde qui tient les hôpitaux, c'est la guilde des soigneurs. Donc c'est une guilde non religieuse, puisque l'autre corps de métier soigneur, c'est les pèlerines du conciliateur, donc qui sont des femmes qui sont chirurgiennes, notamment dans le cadre des blessures de guerre, des urgences et autres hôpitaux, on va dire, de campagne. La guilde des soigneurs, eh bien, c'est une guilde qui va tout simplement former le personnel, ou l'essentiel du personnel des hôpitaux, dans Nessus l'impérissable. Évidemment, c'est une guilde qui s'entend très bien avec la guilde des pèlerines, mais qui, elle, est laïque. Voilà, c'est une guilde laïque. Alors, vous avez une autre guilde qui est importante, puisque nous avons un dérèglement climatique majeur, hein, le soleil étant dans un sale état, c'est la guilde des fermiers. Alors, cette guilde des fermiers a cela de particulier que fermier s'écrit avec PH au début, et non avec F. Donc, guilde des fermiers, P-H-E-R-M-I-E-R-S. Alors, c'est une guilde, non pas de fermiers, donc n'imaginez pas des gens qui vont avec des pioches, on va dire, dans les champs, ou avec des bestiaux. Ce sont des agronomes généticiens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être extrêmement importants pour nourrir la communauté, et pour élaborer des plantes et des animaux qui vont résister aux conditions difficiles, surtout les plantes, aux conditions difficiles d'illumination, hein, d'ensoleillement de la communauté, et donc produire cette nourriture, on va dire, génétiquement modifiée, hein, puisque la communauté mange énormément d'OGM. Voilà, et ces fermiers donc vont élaborer ce genre de céréales qui est absolument nécessaire pour la population et la caste du commun. Donc la caste du commun, mangeant beaucoup de féculents, hein, un peu comme tout le monde au Moyen-Âge. Donc le féculent, que ce soit le riz en Asie par exemple, le maïs en Amérique ou le blé en Europe, a porté le développement de la démographie humaine. La guilde des fermiers va également, pour se faire un peu du
du bétail ou des créatures sur commande. Par exemple des moutons ou des brebis dont le lait va contenir un certain médicament. Si vous avez par exemple un jeune exulte, un bébé exulte par exemple, qui naît avec une maladie, ce qui n'est pas rare chez les exultes à cause de leur consanguinité, si l'enfant par exemple naît avec un lupus ou un problème, une hémophilie par exemple, les fermiers vont pouvoir élaborer pour l'enfant, sur commande, donc ça coûte pas mal, une brebis ou une vache dont le lait va permettre de nourrir l'enfant avec un alicament, en quelque sorte, avec un aliment médicamenteux. Donc voilà, il y a ça. Alors, autre guilde intéressante, on change tout à fait, c'est les portraitistes. Donc les armigueurs, les optimates et les exultes, donc les trois grandes noblesses, avec les écuyers évidemment, vont adorer se faire tirer le portrait. Et donc, cadeaux très fréquents entre nobles, ou événements, par exemple, accès à l'âge adulte, baptême, mariage. Tout cela, ce sont des occasions de se faire peindre un beau portrait, et donc vous avez une guilde des portraitistes. Cette guilde-là hante très souvent le pied de la citadelle, puisque la citadelle est desservie par des volets d'escalier qui sont immenses. Il y a des centaines ou des milliers de marches, et en fait ces portraitistes vont proposer aux passants, aux touristes par exemple, à l'armigueur qui prend un peu l'air frais, au-dessus de la couche de smog, de lui faire son portrait. Donc les portraitistes sont un peu partout. On a d'ailleurs une petite tradition identique à Paris, où vous avez des gens qui peuvent vous tirer le portrait ou vous faire une petite caricature. Alors, d'autres guildes qui sont intéressantes, les traducteurs, les dentistes. Donc je salue notre lecteur qui à mon avis est le seul dentiste que nous ayons dans nos lecteurs, mais que j'apprécie beaucoup et qui je l'espère a une lecture fort agréable du jeu, entre deux choses très urgentes, parce que j'imagine qu'il est souvent débordé. Alors nous avons quelques autres guildes intéressantes. Je citerai les crétonniers. Donc ça, c'est la guilde qui fabrique des croquettes pour chiens et pour chats, à partir de carcasses. Vous avez, pour la communication civile aussi bien que militaire, les colombiculteurs, donc ce sont les éleveurs de pigeons messagers. Alors c'est très très intéressant. J'avais lu quelques trucs sur les colombiculteurs, et sur la manière dont les pigeons étaient dressés à revenir à leur nichoir d'origine, ce qui permettait donc d'envoyer des messages. La raison pour laquelle les pigeons reviennent à leur point d'origine, c'est parce qu'ils sont nourris à ce point d'origine. C'est-à-dire qu'ils vont retourner avec l'incroyable sens de l'orientation que les oiseaux possèdent, sans doute avec un organe, je dirais, de détection des champs magnétiques terrestres, que nous n'avons pas. Les animaux, donc les pigeons, retournent à leur point d'origine pour manger, même s'il faut couvrir des centaines de kilomètres. Il faut savoir que les colombiculteurs ont développé la capacité aussi, pour le pigeon, de revenir, par exemple, pour boire, à l'endroit émetteur, c'est-à-dire que vous avez l'endroit où se trouve l'émetteur du message, donc c'est là où le pigeon boit, l'endroit où il mange, donc c'est l'endroit où on veut envoyer son message, et pour boire après son repas, le pigeon est capable de refaire un certain nombre de kilomètres, voire de centaines de kilomètres, pour boire. Donc en fait, si vous voulez, ce retour de message était déjà quelque chose, mais en fait l'aller-retour est quelque chose qui est absolument remarquable. Donc évidemment, les pigeons messagers, les pigeons voyageurs sont extrêmement intéressants
pour communiquer dans le cadre d'une dégradation de la technologie ou d'une zone no man's land par exemple, où tout messager à pied serait aussitôt fauché par la mitrailleuse. Alors vous avez aussi une guilde qui est amusante, qui est les sériciculteurs. Les sériciculteurs, c'est les éleveurs de vers à soie. Donc le ver à soie qui a donné la soie, qui était à l'époque romaine l'une des matières les plus chères de la terre. Donc ça c'est très intéressant. Ici en France on a eu une industrie du ver à soie qui a complètement disparu, notamment dans les Cévennes, ce qui est dommage. Donc voilà, on a aussi les saleurs et saurisseurs, donc tout ce qui est salage de la viande qui commence à être un petit peu avariée ou du poisson qui commence à être un petit peu moins frais. Ça permet de faire des nourritures qui sont conservables pendant des années. Donc ça c'est intéressant en cas par exemple de situation difficile pour la nourriture. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les guildes. Nous avons développé du matériel sur les dramaturges, donc la tour des mystères, qui sont des dramaturges au service de l'autarcie. Ça a été très intéressant à faire. On a développé sur demande de nos lecteurs d'ailleurs du matériel sur la guilde des thanatopracteurs. Au début on s'est dit évidemment que ce genre de guilde serait très peu jouable, mais étant donné qu'il y a tous les goûts et les couleurs dans le monde, eh bien je serais ravi de voir certains d'entre vous avoir des tables de guildaires avec ce genre de métier. Et d'ailleurs, le personnage du scénario de notre kit de démarrage, donc Lazare, jeune thanatopracteur, est très apprécié. Il a été souvent choisi aux dépens d'autres guildaires. Donc c'est un truc qui est vraiment pas mal. Donc ils ont une esthétique qui est assez jolie avec un juste au corps pourpre, la couleur de la mort dans la cité impérissable, et un masque inexpressif blanc, comportant d'ailleurs un filtre contre les odeurs nocives et autres émanations des produits d'embaumement. Donc voilà, j'espère que ce petit point sur les guildes et sur l'intérêt de jouer des guildaires vous a plu. Sachez que ça me fait très plaisir de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et éventuellement à partager cette vidéo. Donc votre référencement est vraiment important pour que cette chaîne se développe et que l'objectif premier de cette chaîne soit rempli, à savoir avoir plus de visibilité auprès de la communauté des rôlistes de France et d'ailleurs, tant qu'ils soient francophones. Voilà. Donc je vous salue, je vous dis à bientôt et en route pour nos prochaines aventures. Au revoir.